Londres, Paris et Tel Aviv seront-ils sanctionnés par Moscou et Washington? C'est un excellent article que j'ai trouvé sur voltaire.net. Il a été très gracieusement diffusé par ERTV. L'affrontement qui vient d'avoir lieu à l'Attaquié peut déboucher sur une redistribution complète des cartes dans le monde, pour deux raisons dont la seconde est cachée au public occidental. Premièrement, elle a coûté la vie à 15 soldats russes. Deuxièmement, elle implique non seulement Israël, mais aussi le Royaume-Uni et la France. Il s'agit de la crise potentiellement la plus dangereuse depuis plus de 60 ans. La question qui se pose maintenant est de savoir si le président Trump, en pleine campagne électorale législative, est en mesure de soutenir son homologue russe, de sorte que les États-Unis et la Russie sanctionnent les puissances coloniales comme ils le firent ensemble en 1956 lors de la crise de Suez. Le 17 septembre 2018, la France, Israël et le Royaume-Uni ont mené une opération commune sur des cibles syriennes. Au cours des brefs combats, un avion de reconnaissance russe a été abattu par un tir ami syrien. L'étude des enregistrements atteste qu'un F-16 israélien s'était caché derrière l'Ilyushin 20 pour induire en erreur la défense syrienne. La destruction d'un avion militaire russe par la faute d'Israël lors d'une opération commune britannico-franco-israélienne a provoqué la stupeur dans toutes les chancelleries, donc au niveau de tous les ministres. S'il y avait une ligne rouge depuis le début du conflit autour de la Syrie, il y a 7 ans, c'est que jamais les différents protagonistes ne mettaient en danger les forces russes, états-uniennes ou israéliennes. On sait très peu de choses avec certitude sur ce qui s'est passé, sinon que, en quelques points, en 3 points. Tout d'abord, un tornado britannique a décollé de Chypre pour se rendre en Irak. Lors de son voyage, il a violé l'espace aérien syrien afin de scanner les défenses syriennes et de rendre l'attaque alliée possible. En deuxième point, moins d'une heure après, 4 F-16 israéliens et une frégate française, l'Auvergne, ont tiré sur des cibles en Syrie dans le gouvernorat de Latakia. La défense antiaérienne syrienne a protégé son pays en tirant des contre-missiles S-200 sur les missiles français et israéliens. En troisième enfin, au cours de la bataille, un F-16 a utilisé comme bouclier un Ilyushin 20 russe qui menait une mission de surveillance de la zone et de localisation des lieux de lancement des drones djihadistes. La défense syrienne a tiré un missile en visant la signature thermique de l'avion israélien. Elle aurait donc pu théoriquement détruire l'avion russe par erreur. C'est cependant rocambolesque car les missiles S-200 sont munis d'un système de reconnaissance des cibles amies ou ennemies, ce que le ministère russe de la Défense a successivement confirmé puis démenti. Quoi qu'il en soit, l'Ilyushin 20 a pourtant été détruit sans que l'on sache avec certitude par qui et comment. La lâcheté des dirigeants britanniques et français les a conduits à censurer toute information sur leur responsabilité dans cette opération. Londres n'a livré aucun commentaire et Paris a nié les faits. Ni la BBC ni France Télévisions n'ont osé évoquer le sujet. Pour ces deux pays, plus que jamais, la réalité de la politique extérieure est exclue du débat démocratique. Interprétation immédiate des événements. Nous ne savons pas si la destruction de l'avion russe, impliquant la mort des 15 hommes à son bord, est imputable au pilote israélien, ce qui paraît très improbable, à l'armée israélienne ou à l'alliance qui a mené cette attaque. De la réponse à cette question dépend un possible conflit entre 4 puissances nucléaires. Cette situation est donc d'une extrême gravité. Elle n'a pas de précédent depuis la création de la Fédération de Russie fin 1991. L'agression britannico-franco-israélienne est la réponse de ces trois pays à l'accord russo-turc signé à Sotchi quelques heures plus tôt. Elle intervient après le refus états-unien début septembre de bombarder la Syrie sous un faux prétexte et l'envoi d'une délégation US dans le monde arabe pour se désolidariser des initiatives britannico-françaises. Les accords de Sotchi ont été signés par la Turquie sous une forte pression de la Russie.
Le président Recep Tayyip Erdogan avait refusé de signer à Téhéran le mémorandum sur le repli des forces djihadistes et turques d'Idlib. Le président Vladimir Poutine lui avait sèchement répondu. D'une part en réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, et d'autre part en soulignant pour la première fois l'illégitimité, en droit international, de la présence militaire turque dans ce pays. Très inquiet, Erdogan avait accepté une invitation en Russie 10 jours plus tard. L'accord de Sotchi, tout en éloignant un peu plus la Turquie de l'OTAN avec des contrats énergétiques russes, donc pétrole, gaz, etc., contraignait de facto Ankara à se retirer d'une partie du territoire qu'il occupe, prétendument pour mieux protéger les pseudo-rebelles rassemblés dans le gouvernorat d'Idlib. En outre, la Turquie ne dispose que d'1 mois pour confisquer l'armement lourd de ses amis d'Al-Qaïda et de Daesh dans la zone démilitarisée. Cet accord était évidemment inacceptable pour Londres, Paris et Tel Aviv, puisque, à terme, il prévoit la fin des djihadistes en tant qu'armée, alors que Londres les encadre, les structure et les manipule depuis des décennies, nous dit l'auteur. Ensuite, à la fin du rêve d'un mandat français sur la Syrie et de la création d'une nouvelle colonie française au nord de ce pays, sous le nom mensonger de Kurdistan, le Kurdistan n'est légitime que dans les frontières qui lui ont été reconnues par la conférence de Sèvres en 1920, c'est-à-dire non pas en Iran, ni Irak ou en Syrie, mais uniquement dans l'actuelle Turquie. Et enfin, la fin de la domination régionale d'Israël face à une Syrie stable sous protection russe.